Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je m'appelle Simon Maltais et je suis éditeur chez Novalis. Je suis très heureux que vous soyez des nôtres cet après-midi pour réfléchir à la question de la pratique pèlerine, une activité qui gagne en popularité année après année depuis au moins le début du présent siècle. On le sait, de plus en plus de gens se lancent sur les routes du Québec et du monde pour effectuer des pèlerinages. Souvent équipés de leur seul sac à dos, ils passent de ville en village, poursuivant leur route sans relâche, vers un lieu que parfois eux seuls connaissent. Mais qu'est-ce qui fait d'un pèlerinage plus qu'une longue marche? Que cherchent tous ces pèlerins dans leur pérégrination? Trouvent-ils l'objet de leur quête? Pour réfléchir à ces questions, cet après-midi, vous pourrez entendre Brigitte Arouni et Éric Laliberté, cofondateurs du Centre Bottes et Vélo et auteurs du livre Marcher, parler, écouter, paru cette année aux éditions Novalis. Se joindra également à eux Anne Godbout, directrice générale de l'agence de voyage Spirito. Quelques mots d'abord sur la structure de la rencontre. Dans la première partie du webinaire, vous pourrez entendre Brigitte Arouni et Éric Laliberté présenter leur vision de l'expérience pèlerine, comme elle est étudiée dans leur livre. Dans la deuxième partie du webinaire, Anne se joindra à la conversation afin d'échanger sur le pèlerinage au Québec plus spécifiquement. Une période de questions et de réponses suivra cette discussion. Afin de faciliter la période de questions, je vous encourage à les écrire vos questions en utilisant l'onglet Q&R qui est situé au bas de votre écran. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble, dès qu'elles vous viennent à l'esprit, et je les recueillerai en vue de la période prévue à cet effet. J'en profite aussi pour vous informer que que le livre Marcher, parler, écouter sera offert en rabais aux participants du webinaire pour un temps limité. Le code promotionnel vous sera transmis à la fin de la rencontre. Enfin, le webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Brigitte Arouni et Éric Laliberté. Bon webinaire à tous et à toutes. Merci Simon, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Éric Laliberté. Brigitte Arouni. De Bottes et Vélo. De Bottes et Vélo. On est bien content de se retrouver avec vous pour prendre le temps de parler, de marcher, parler, écouter, l'exercice pèlerin de ce livre-là qui est sorti depuis un mois déjà, et de voir un peu comment on en est arrivé à écrire ce livre-là. Comment c'est né? Et en fait, c'est un petit peu l'aboutissement de tous ces kilomètres marchés et ces années d'expérience de pèlerinage avec vous et seul. C'est bâti toute la richesse qu'on peut retrouver dans le livre. Oui, c'est vraiment une expérience d'échange et de discussion, de réflexion personnelle sur le chemin, mais aussi de rencontres avec d'autres marcheurs qui ont pu partager leur expérience et leur questionnement sur l'exercice pèlerin. Oui, qui ont alimenté nos questionnements, nos réflexions, parce qu'on a fait beaucoup de kilomètres en discutant, à essayer d'approfondir, mais c'est quoi qui se passe sur le chemin de pèlerinage qui a si bon goût et qui fait que les gens en redemandent régulièrement? Parce que ça fait une bonne quinzaine d'années quand même qu'on marche autant ici au Québec qu'à l'étranger, en particulier sur les chemins de Compostelle où on a beaucoup marché. Mais cette expérience-là nous a amené avec le temps à se faire poser des questions. Puis c'est de même que Bottes et Vélo est né. Hein. Probablement que vous l'avez déjà entendu, l'histoire aussi. Mais on a commencé Bottes et Vélo parce que les gens nous disaient « Hey, c'est normal, je me sens de même sur le chemin qui arrive ci ou qui arrive ça. » On avait déjà beaucoup réfléchi et c'est ce qui nous intéressait depuis le début, hein, les états du pèlerin. Qu'est-ce qui se passe quand je me mets en marche comme ça? Comment ça change? Comment ça se transforme par la durée et le temps de cet effort physique-là. Oui, donc, Bottes et Vélo, c'est un espace de réflexion et je dirais d'astination et d'argumentation qu'on a pu avoir à travers tous ces kilomètres, mais c'est également, en quelque part, le fruit de la recherche qu'Éric fait, parce que quand on a démarré Bottes et Vélo, Éric s'est dit, je vais aller faire mon doctorat dans cette voie-là, c'était déjà dans son domaine, en se disant, ça va donner une base solide, crédible, articulée, à tous les ateliers qui s'animent à travers Bottes et Vélo. Donc, est venu au départ un blog et maintenant un livre. Et là, je vais répondre tout de suite à la question qu'on nous pose. Est-ce qu'on retrouve dans le livre les textes du blog? Malheureusement, non. Ou heureusement, oui. Non, parce que c'est quelque chose de tout nouveau. On n'est plus là. Un petit peu comme quand on fait un pèlerinage, on chemine. Fait que ce qu'on a écrit il y a 4 ans, c'est intéressant à lire, mais nous,
on n'est plus là, on est rendu ailleurs. Alors, c'est du neuf qui est dans le livre. Alors, comme Brigitte vous disait, je suis le côté peut-être un peu plus recherche des études pèlerines, de réflexion sur essayer de comprendre le phénomène pèlerin dans tout ce qui se dit autour de l'exercice pèlerin. Puis Brigitte, ben, de Bottes et Vélos, c'est le côté pédagogique. Hein. Comment j'apprends de cette expérience-là? Plus l'expérience terrain, c'est ce qui la préoccupe davantage. Elle, qu'est-ce que je peux aller tirer de ça et comment je vais aller le chercher, comment je vais la goûter davantage, l'expérience. Alors, le livre, c'est un peu de nous deux. Il y a une partie au début du livre qui est vraiment plus théorique, plus réfléchie, plus, j'aurais le goût de dire, dans l'interrogation du processus. Donc, et après ça, on arrive dans une expérience où on va vous faire marcher avec une pèlerine et observer qu'est-ce qui se passe sur ma route. Et qu'on marche ou qu'on ne marche pas, comme c'est un espace de cheminement, eh bien, on est déplacé. Parce qu'il y a le chemin marché, puis il y a le chemin intérieur. Et le livre vous amène un petit peu à travers ces deux chemins-là. Alors, le livre se découpe en deux sections qui ne sont pas égales, mais qui donnent le ton du livre dans l'ensemble. La première section fait à peu près 25% du livre et c'est vraiment de situer l'expérience pèlerine dont on vous parle dans le champ des études pèlerines, parce que c'est beaucoup plus vaste que seulement les chemins de Compostelle ou de cette pratique pèlerine qui amène à marcher longuement sur des chemins. Il y a autre chose dans le phénomène pèlerin qui est beaucoup plus vaste. La deuxième section, c'est vraiment sur l'expérience comme telle et on l'a développé à travers quelque chose qui est plus, je dirais, familier, plus proche, plus proche à travers de nous, de notre expérience vécue. C'est ça. Puis cette section-là, on l'a intitulée « Le journal de la pèlerine ». Et puis, ben, si on dit le journal de la pèlerine et non le journal du pèlerin, c'est qu'il y a une raison à ça, c'est que en fait, la pèlerine, c'est la figure, si on veut donner une figure aux gens qui partent marcher au Québec actuellement, la figure est celle d'une femme entre 45 et 65 ans. En général, au Québec, c'est cette figure-là que si on avait à donner un profil ou un type particulier aux pèlerins et pèlerines de notre temps, c'est une femme en premier qui apparaît dans le domaine. Puis c'est pas anodin non plus que ce soit une femme parce que la spiritualité est davantage féminine. Donc, on a quelque chose qui passe davantage à travers les femmes et qui permet justement de le déployer encore plus largement. Mais la spiritualité demeure quelque chose qui est beaucoup plus féminin. Donc, dans la première partie du livre, on va retrouver tout un questionnement sur le pèlerinage. Qu'est-ce que le pèlerinage aujourd'hui? Comment il a évolué? Peut-on encore parler de pèlerinage? Qu'est-ce qui le caractérise? Fait qu'en fait, on peut décortiquer le pèlerinage dans tout ce que ça signifie. Georges Grigna, qui est le fondateur de l'Institut pour les études pèlerines à l'Université William & Mary en Virginie, dit qu'il y a du pèlerinage partout aujourd'hui. On emploie le mot partout. C'est ça qui est fascinant quand on parle de pèlerinage. On l'emploie dans des contextes inusités. Avant, quand on disait pèlerinage, on s'attendait à entendre parler de l'oratoire Saint-Joseph ou de Fatima ou de Lourdes. C'était des lieux comme ça quand on parle de pèlerinage. Mais aujourd'hui, on peut vous parler de pèlerinage puis être sur la tombe de Jim Morrison à Memphis, sur la tombe de Elvis Presley. On peut être en pèlerinage aussi à Auschwitz, des lieux de grande tragédie humaine. On va aller visiter ces lieux-là. Il y a Tchernobyl qui se développe comme lieu de pèlerinage. Voyez-vous, on est dans cet esprit-là. Il y a quelque chose qui se joue à travers l'esprit pèlerin. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que les gens font? Et moi, ce qui m'avait étonné au début de mes recherches sur le pèlerinage, c'est justement avec le décès de Johnny Hallyday qui est arrivé, je crois que ça fait 3 ans déjà que Johnny Hallyday est décédé. Et tout de suite, à peine 3 semaines après, même pas une semaine après le décès de Johnny Hallyday, qui est enterré à l'île de Saint-Barthélemy, les journalistes français parlaient déjà de pèlerinage sur la tombe de Johnny. Pourquoi pèlerinage sur la tombe de Johnny? Bon, c'est sûr, on parlait déjà, on se dit toujours, bon, c'est sûr, c'est dans le même esprit que Jim Morrison, Elvis Presley, là, on est dans les grandes vedettes et tout ça. Mais il y a plus que ça qui se joue quand on parle de pèlerinage ici. Puis, c'est en écoutant les entretiens avec les personnes qui vont sur la tombe de ces personnalités-là. Et entre autres, avec Johnny Hallyday, il y avait un monsieur qui était interviewé et il dit, pourquoi la tombe de Johnny Hallyday? Pourquoi vous allez en pèlerinage sur la tombe de Johnny Hallyday? Mais il dit, Johnny, il dit, c'est toute ma vie, Johnny. Il dit, Johnny, c'est la première bière avec mon père, c'est ma moto, c'est la pêche, c'est ma première blonde. Bien, c'est là que j'ai réalisé qu'à travers l'exercice pèlerin, les personnes font une relecture de leur vie. À travers le voyage qu'ils sont en train d'effectuer,
l'expérience vient les provoquer dans leur propre histoire et ils se mettent à recomposer tout ce chemin-là pour essayer d'en tirer du sens. Donc, il y a une construction de sens qui apparaît à partir d'une expérience concrète. L'événement qui se produit en ce moment, l'expérience de marcher, d'être en voyage, de me déplacer, me sort de mon quotidien, parce qu'on est dans cette structure-là quand on est en pèlerinage. Hein, on est entre pèlerin, chemin et sanctuaire. Donc, je suis déplacé, sorti de mon quotidien, dirigé vers un ailleurs qui appelle à recomposer mon histoire, ma manière de vivre. Le sanctuaire, hein, on se rend compte rapidement avec Compostelle que ce n'est pas nécessairement la destination, la bâtisse au bout du chemin, mais ce qu'il construit en moi, à l'intérieur de moi. Donc, il y a tout ce cheminement-là qui se met en place. Alors, avec l'expérience pèlerine au sens large, on est dans une spiritualité du mouvement, du déplacement. Hein, parce que je me mets en marche, je me mets en mouvement, il y a une ascèse qui s'installe, hein, qui fait en sorte que ça travaille le corps et que à travers tout ça, il y a une expérience qui émerge et qui m'amène à questionner le sens de ma vie. Puis là, je fais des liens avec d'autres trucs là aussi à travers tout ça parce que l'expérience des sports extrêmes conduit là aussi. Danielle Hervieux-Léger, une sociologue française, l'a documenté et en a parlé. Dans plusieurs situations de sport extrême, on va vous parler d'expériences spirituelles, des gens qui ont fait l'Everest, le Kilimandjaro, Mylène Paquette, la Québécoise qui a traversé l'Atlantique à la rame, parle d'une expérience spirituelle dans sa traversée. Donc, dans ces sports-là, cet engagement physique, à long terme, il y a une expérience spirituelle qui émerge à travers tout ça. Et c'est ça qui est important de retenir. Hein? Donc, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent trancher sur le pèlerinage. Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est touristique? Est-ce que c'est sportif? On n'a pas à le trancher. Tout ça se mêle, tout ça joue ensemble pour faire l'expérience. C'est ça qu'il faut conserver. On n'a pas à chercher à le placer dans un camp ou dans un autre. Ça joue tout ensemble pour former l'expérience pèlerine. Alors, on va parler davantage d'exercice pèlerin, d'un exercice au sens que moi, je dirais, Ignace de Loyola en parle davantage dans les exercices spirituels. Le fondateur des Jésuites est connu pour ce petit livre qu'il a écrit, Les exercices spirituels. Et Ignace s'appelait lui-même le pèlerin. Il a passé sa vie à marcher et il a construit les exercices en marchant. Et on le voit très bien à travers ces exercices combien c'est un homme qui s'est engagé physiquement dans l'expérience spirituelle. Hein. C'est quelque chose qui se vit à travers le corps. Et le pèlerinage est vraiment dans le même esprit. C'est en cheminant qu'on avance à travers cet exercice-là. Ce qu'il faut retenir ici dans le pèlerinage, c'est qu'on est dans un modèle particulier. On est dans le modèle Compostelle. On n'est pas dans un modèle qui se ressemble à tous les autres pèlerinages. Hein? Le modèle Compostelle joue sur ce faire-là, justement. L'enjeu de Compostelle est l'enjeu d'un faire. On ne dit pas je vais à Compostelle, on dit je fais à Compostelle, contrairement à Fatima ou à Lourdes, où on va dire je suis allé à Lourdes ou je vais à Lourdes, ben, on ne dira pas j'ai fait Lourdes. Ça ne se dit pas. Je n'ai pas fait l'oratoire Saint-Joseph, j'y vais. Fait que c'est ça qu'il faut retenir. Compostelle est l'enjeu d'un faire, donc il m'engage dans une action, dans un mouvement, et c'est là que l'expérience se joue. Fait qu'on est vraiment dans ce modèle-là avec ce dont on vous parle ici à travers l'exercice pèlerin, et où on va interpréter le pèlerin comme un lecteur de son chemin, donc qui est en train de relier les choses entre elles, les éléments qui se présentent sur son chemin, autant des pensées, des souvenirs que des gens ou des événements qui se produisent sur le chemin. Tout ça se construit, c'est relié et c'est une lecture qui s'effectue et qui construit du sens à travers tout ça. Première partie, je laisse la deuxième partie à Brigitte. J'ai la gorge sèche. Mais tout ça construit, tout ce qu'il a nommé construit l'exercice pèlerin, parce qu'on s'est questionné à savoir qu'est-ce qui constitue cet exercice pèlerin-là, qu'est-ce qui le fait. On a terminé avec quand même deux éléments majeurs. Hein? Il faut qu'il y ait un dépassement qui soit dans le corps, il faut qu'il y ait un effort physique. On n'est pas uniquement dans une contemplation passive. Il y a un dépassement, il y a une expérience qui est, j'aurais le goût de dire, charnelle, physique. Et il y a une durée. Il y a une durée, puis on va le voir dans la partie où on parle du journal de la pèlerine. Il faut partir au-delà d'un 10 jours pour toucher à quelque chose de particulier, pour être réellement déplacé. Ce qui ne veut pas dire qu'avant ça, on ne vit rien, c'est pas vrai. Mais il y a dans cette usure de la répétition de l'effort physique et de la durée qui fait émerger une expérience particulière intérieure. Alors, et donc dans le processus,
On a beaucoup analysé pour résumer tout le cheminement qu'on pourrait prendre sur un chemin de Compostelle. Disons qu'on se dirait qu'un Compostelle, c'est un mois. Hein, En général, c'est ça quand même. Hein. Quand on va chercher sur les différentes associations jacquaires en France ou même ici avec l'Association du Québec à Compostelle, on va parler de plusieurs jours et quand c'est plusieurs semaines en général. Je pense qu'on s'entend pour autour de 3 semaines pour dire qu'on est parti dans une expérience pèlerine marché et entrer vraiment dans l'expérience. C'est un minimum de 3 semaines en général. Puis on parle vraiment de l'expérience Compostelle, un modèle. Hein. Comme on parle d'un marathon, aussi le marathon, il y a une distance à parcourir qui est déterminée. Un triathlon, il y a des épreuves déterminées. Dans un Compostelle, il y a quelque chose qui me dit que la personne voyage à pied, avec un sac à dos, de village en village, pendant plusieurs jours. Là, le kilométrage est plus ou moins nécessaire parce que c'est la répétition à chaque matin de recommencer un effort physique qui est une juste souffrance à la mesure de chacun de la personne que l'on est. Donc, notre pèlerine, elle part et elle va traverser ce qu'on a appelé des états pèlerins. Puis pour nous aider à nous faire une idée des différents états, on a mis des personnages. Et c'est pas des personnages qui se séparent ou quoi, c'est pas de dire il y en a un qui est mieux que l'autre ou que en fait tout ça se vit un peu puis à un moment donné il y en a un qui prend une place majeure davantage. C'est ça. Moi je dirais on dit souvent mais il y a partir qui est la première étape, même si le pèlerinage commence avant le premier pas dans tous les préparatifs et les angoisses et les questionnements que ça suscite. À partir du moment où je commence à marcher, c'est mon personnage du touriste qui prédomine, hein, parce que les autres sont là, comme dit Eric, mais c'est quand même le personnage du touriste. Alors là, le touriste, on a une bonne idée d'un petit peu quel personnage c'est. C'est celui qui s'émerveille, celui qui prend des photos de tout, qui goûte à tout et qui vit l'excitation de ses premiers jours de voyage. Et alors, au niveau de l'expérience pèlerine, de l'exercice pèlerin, on est dans l'expérience des sens. Tout est nouveau, tout est à goûter, tout est à savourer. Le corps est en éveil, là, oui. Tout est neuf. Là. Ensuite de ça, on va découvrir notre randonneur. Hein, le randonneur, parce qu'après quelques jours de marche, le touriste, il s'extasie, mais le corps commence à y goûter un peu trop. Hein? Qui n'a pas fait attention commence à avoir des douleurs, à ressentir l'effort. Le personnage du randonneur apparaît. Notre randonneur, c'est quand même un bon personnage qui essaie de développer une expertise dans ce déplacement-là pour rendre sa route agréable. Il va développer une routine, il va structurer son sac à dos, trouver un rythme de marche, s'outiller correctement, faire attention de ne pas tomber dans l'excès, tomber dans un certain contrôle. Mais tout ça, on discute à travers les textes de réflexion qu'il y a dans le livre parce que le randonneur fait vivre différents états à la pèlerine. Et vient un jour qu'on situe, pas que nous, mais que plusieurs pèlerins vont situer entre 7 et 10 jours de marche. En 7 et 10 jours de marche, il y a ce moment charnière où on est tenté de vouloir abandonner, de vouloir arrêter de marcher, peut-être se rendre la vie un petit peu plus facile, se remettre en question, savoir pourquoi on fait ça. Puis, sur le chemin de Compostelle, il y a près du quart des participants qui vont abandonner aux alentours de cette date-là. Donc, je dirais, on fait souvent le parallèle. On a une amie qui donne des cours. Elle dit dans les cours, même les cours de yoga, elle dit, on réalise que à partir d'un certain moment, les gens commencent à s'absenter. Les gens sont moins présents, commencent à se trouver des excuses pour ne plus être là. Donc, il y a ce moment charnière où je dois apprendre à persévérer pour accéder à une expérience pèlerine qui va être encore plus rassasiante. Donc, on l'appelle le 10e jour, on passe ce cap-là et on entre dans le personnage du pèlerin. Le personnage du pèlerin, c'est celui qui a accepté de se laisser transformer, qui s'est adapté, qui a développé une nouvelle façon de vivre, puis qui a peut-être pris une façon de vivre qui lui correspondent au lieu de correspondre à plusieurs critères extérieurs. Il est peut-être plus à l'écoute de ce qu'il est. Dans la spiritualité ignatienne, on dirait qu'on est passé d'un état de discernement où les critères sont extérieurs à des critères intérieurs. Je suis capable d'aller en moi plutôt que de regarder ce que le monde pense puis que ce qui serait le mieux que je fasse pour que ça ait l'air correct. Alors, on part de l'intérieur à ce moment-là, quand on est passé à l'état pèlerin. C'est probablement cet état pèlerin, ce pèlerin en nous, qui continue d'être touriste et de savourer, qui continue d'être randonneur pour bien faire attention à sa marche, qui va faire en sorte que quand on voit la fin de notre pèlerinage arriver, on est un petit peu déçu.
Hein, on est content de retourner dans nos pantoufles d'autrefois, mais en même temps, on regrette de quitter l'expérience. Ça devient un dilemme intérieur, mais souvent, la fin du voyage, on n'a pas le choix, c'est inévitable, et on rentre à la maison. Et là commence un autre défi. Là commence ce qu'on appelle le personnage du pérégrin. Le pérégrin. Oui, le pérégrin, qui est, si on le reprend, le personnage qu'on le situe à la période de la Rome antique, on utilise le personnage, le pèlerin, ou on va dire le pérégrin, pérégrinus en latin à ce moment-là. Et le pérégrinus est un voyageur. Hein, ça n'a rien à voir à l'époque. Un pèlerin, ça n'a rien de religieux. C'est vraiment Augustin qui va introduire davantage le concept religieux de pèlerin. Mais un pèlerin, c'est un voyageur, c'est quelqu'un qui est de passage. Et dans la Rome antique, le pèlerin, le pérégrin, c'est-à-dire, est un homme libre dans la cité conquise. Il n'est pas esclave ni citoyen romain, il est libre dans la cité conquise. Alors l'image est intéressante. Hein? Revenir chez soi comme être humain libre dans la cité conquise. Donc, je me situe autrement. Il y a quelque chose qui a été déplacé. Et c'est là que ça devient un réel défi parce que le pèlerin avait réussi à trouver une façon de s'adapter à son nouvel environnement et il y a des choses qu'on désire mettre en place dans notre vie actuelle. Là commence un nouveau pèlerinage pour, je dirais, réussir à vivre en cohérence avec l'être profond qu'on est. Alors, le livre se termine sur une dernière section ensuite où on va parler justement de ce marcher, parler, écouter. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est dans une structure telle quelle dans l'expérience pèlerine. On est dans une structure où le corps est déplacé, parler, écouter, vont jouer, parce que c'est une expérience du langage. Le pèlerinage est une expérience sensible. Hein, ça passe à travers le corps, je la ressens, je l'expérimente. Ce n'est pas tellement un chemin qui est important dans l'expérience pèlerine, c'est l'expérience du chemin que je vais faire, hein, l'expérience du déplacement. Et c'est ça que je dois nommer. Parce que tant que je ne l'ai pas nommé, ça n'existe pas hein, comme tel. C'est parce que je mets des mots dessus que j'arrive à saisir qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, marcher, parler, écouter, c'est commencer par vivre le déplacement, ensuite le nommer, arriver à le dire, mais ensuite écouter ce qui est en train de se dire à travers ma manière de le raconter. Et en parler avec d'autres m'amène à le réfléchir davantage et à creuser et approfondir cette expérience-là et lui donner chair, la rendre solide. Oui. Puis ça permet de faire le passage. Parce que si on disait que le pèlerin en train de marcher sur le chemin est un lecteur de l'expérience qu'il fait, sa richesse, il va la puiser à son retour quand il va faire cette relecture de son expérience. Parce que si on est en chemin, on est lecteur du chemin, bien au retour, c'est la relecture. Quand je prends le temps de rendre compte de mon expérience. Parce que quand on lit quelque chose, c'est quand on va le raconter à quelqu'un. Hey, j'ai lu tel livre, c'était super intéressant. Et là, ce que je vais raconter, c'est pas ce qui est dans le livre, c'est ce que ça a eu comme effet sur moi. Et c'est de ça qu'on parle. Et c'est ce qui nous intéresse ici dans l'expérience pèlerine. Donc, Marcher, parler, écouter, c'est un livre à découvrir, j'ai le goût de dire, qui se lit page par page, évidemment, mais peut-être lentement, comme le pèlerin qui avance sur son chemin, pour prendre le temps de voir les répercussions que ma lecture a en moi. Donc, de faire une lecture, puis une relecture à chaque fois. Je sais pas, on avait quand même une limite de temps et on essaie de respecter. Est-ce que ça vous va? Oui, c'est très, très bien. Merci beaucoup, Brigitte et Eric. C'est pour vraiment une présentation fascinante. Donc, pour maintenant, j'inviterai Anne Godbout de Spiritour à bien se joindre à la discussion. Pour la lancer, justement, la discussion, j'aimerais ça vous poser une question. D'abord, comment se passent les pèlerinages au Québec? Donc, Anne, je vous laisse commencer à répondre à cette question. Oui, merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir d'être là. Très belle présentation, Éric et Brigitte. Vraiment très intéressant. Ça me rejoint beaucoup. Pour répondre d'abord à la question, Simon, à quoi ça peut ressembler présentement des pèlerinages au Québec? Bien, nous, présentement, ce qu'on a le plus comme demande, c'est des pèlerinages sur la route des grands sanctuaires du Québec. Et c'est des groupes qui viennent d'un peu partout de l'étranger
l'étranger, la France, la Belgique, les États-Unis, aussi des Québécois qui veulent découvrir ces hauts lieux comptant parmi les plus grands trésors du Québec. Hein. On a, soit dit en passant, 4 grands sanctuaires nationaux sur 6 au Canada qui sont ici au Québec, dont l'Oratoire Saint-Joseph, l'Ermitage Saint-Antoine au lac Bouchette, Notre-Dame-du-Cap au Cap-de-la-Madeleine, près de Trois-Rivières, et Sainte-Anne-de-Beaupré, près de Québec. Alors, c'est vraiment des témoins de la foi d'hommes et de femmes, de fondateurs et de saints qui ont marqué l'histoire de la Nouvelle-France et sont encore très en demande pour différentes motivations. On en parlait avec Éric et Brigitte. Et puis, c'est des séjours qui sont ponctués de contemplation du patrimoine religieux, mais aussi contemplation de paysages grandioses et visites culturelles, puis des temps de ressourcement. C'est intéressant ce que Brigitte et Éric disaient parce que nous, en fait, c'est un peu l'inverse. Quand on a débuté Spiritour en 2003, ça fait déjà presque 18 ans, on a commencé, en fait, j'ai commencé suite à mon expérience personnelle. C'est moi qui ai fondé Spiritour, là, tout petit, en 2003, suite à un voyage que j'avais fait à l'international qui a vraiment transformé ma vie parce que ça a été vraiment une quête de sens. J'étais vraiment dans un moment de transition de ma vie où je me posais des grandes questions existentielles. Et puis, ça m'a ouvert les yeux, le cœur, l'esprit sur d'autres horizons du monde et de mon monde intérieur. Et puis, j'avais envie de partager cette expérience très spirituelle que j'avais vécue au contact d'autres cultures aussi et tout ça, avec d'autres. Puis au début, je ne voulais pas parler de pèlerinage, quoique j'avais vécu quand même une conversion, mais je voulais plutôt parler de voyage, de ressourcement pour aller plus large. Tous ceux qui avaient cette quête de sens comme moi j'avais vécu et qui voulaient aller un peu plus loin. Donc, au Québec, dans les premiers séjours qu'on a offerts, ça pouvait ressembler, on a un circuit, par exemple, en Gaspésie, bien, on allait marcher dans les parcs, comme le parc Forion, le parc de la Gaspésie, on allait marcher les montagnes, se dépasser, puis en même temps, on allait visiter aussi des hauts lieux spirituels, comme le sanctuaire de Pointe-Navarre, Notre-Dame-des-Douleurs, ou bien l'oratoire du Mont-Saint-Joseph. Et donc, il y avait des contacts aussi avec les communautés religieuses, dont la famille Myriam qui sont là. Et puis, les gens avaient tellement été touchés par la foi de ces communautés-là vivantes. J'avais eu des témoignages déjà de gens que ça les avait réconciliés avec la foi. J'avais trouvé ça tellement extraordinaire. Je me suis dit, wow, Dieu est à l'œuvre, même si c'était pas l'objectif n'était pas religieux, mais plutôt de ressourcement. Et puis, en fait, c'était vraiment extraordinaire. Et puis, je tiens à souligner, spiritualité et religion ne sont pas à confondre. Puis, dès le début, nous autres, on avait mis ça clair, même si aujourd'hui, on a quand même beaucoup de demandes. On a dû clarifier notre identité, puis un jour vraiment séparer, plus les démarches de développement personnel, nos voyages qu'on appelle aux sources de l'aide, puis aux sources de la foi, qui sont plutôt nos pèlerinages chrétiens. Mais dès le début, il a fallu un peu clarifier le langage. La spiritualité, ça concerne, c'est plus large que la religion, ça concerne tout ce qui est qui donne un sens à la vie, tout ce qui touche le plus profond et le plus authentique de l'être humain. Et puis, on peut ressentir un besoin d'une vie spirituelle et s'engager dans une démarche de croissance intérieure sans pour autant appartenir à une religion. Je pense que c'est important de le souligner, c'est ce que parlaient Éric et Brigitte. La personne dite spirituelle n'est pas d'abord celle qui adhère à une religion, mais plutôt celle qui est capable d'intériorité et qui croit en une transcendance. Je trouve que c'est une belle définition. Puis je veux citer ici l'abbé Gilles Godbout, qui avait fait un peu une étude là-dessus puis qui m'avait beaucoup inspirée. Alors, voilà, je tenais à souligner ça. Et puis, dernier petit point, je veux faire du pouce sur ce qu'on parlait là plus tôt, l'expérience pèlerine. De plus en plus, ça nous est demandé, un peu dans le modèle Compostelle aussi, là, c'est de plus en plus en demande, là, et il y en a plein, c'est en train de se multiplier au Québec, c'est extraordinaire de voir ça. Entre autres, le sentier Notre-Dame-Cap-Attaquant, que j'aime beaucoup, qui part de
Cap Éternité au Saguenay jusqu'à l'Ermitage Saint-Antoine du Lac-Bouchette. Et il y a aussi Vent et Marée aux Îles-de-la-Madeleine, le chemin des sanctuaires, un grand classique de l'oratoire Saint-Joseph jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré. Dans la région de Mégantic, ils ont aussi une randonnée de type Compostelle en Gaspésie, en Estrie, dans Charlevoix aussi, la traversée de Charlevoix. Il y en a de plus en plus. Je pense qu'il y en a un qui s'en vient aux îles d'Anticosti aussi, même il est déjà en place. Alors, il y en a plein, là. C'est en train de se multiplier. C'est vraiment extraordinaire de voir ça. Et puis, voilà. Mais je veux laisser de la place à Éric et Brigitte, je m'excuse. Donc, voilà. Mais non, on t'introduit très bien. Tu ramasses très bien tout ce qui se fait actuellement hein, comme expérience pèlerine au Québec et ce qui joue. Puis j'ai trouvé ça bon ce que tu as amené parce que on n'en a pas. On n'a pas tellement développé, on en parle dans le livre par contre, mais on n'a pas tellement développé tantôt, mais comment le modèle Compostelle a été important pour situer autrement l'expérience pèlerine. Depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, Compostelle a amené une compréhension différente du pèlerinage, hein, parce que Compostelle, c'est un pèlerinage à la base catholique, religieux, hein, qui s'en va vers une basilique du nord de l'Espagne, en Galice. Et aujourd'hui, ce n'est plus exclusivement ça. Hein, ça s'est affranchi du cadre religieux. Aujourd'hui, on trouve des gens de toutes les traditions sur les chemins de Compostelle et des gens qui n'ont aucune appartenance religieuse, mais les gens sont là, se retrouvent sur le chemin pour une expérience spirituelle. Donc, on s'est affranchi du cadre religieux pour entrer dans un espace qui n'exclut pas le religieux, mais qui inclut tout, hein, comme tu le disais, Anne. Fait que c'est ce qui est intéressant. L'expérience pèlerine marché, entre autres, est aussi large que ça de ce qu'on vit à Compostelle, mais elle s'entend aussi ailleurs, comme je disais, avec les expériences qu'on a ailleurs, où on va parler d'un pèlerinage à Memphis, sur la tombe de Jim Morrison, ou à Auschwitz. On a d'autres expériences pèlerines qui nous sortent des cadres religieux, mais où, justement, comme tu le décrivais, la personne qui est en recherche de transcendance, qui cherche à le réfléchir, hein, c'est un travail de l'esprit. L'exercice spirituel, chez les philosophes grecs, on parlait d'exercice spirituel. On n'était pas dans du religieux, mais c'était de se comprendre, se situer dans le monde, en relation avec un monde où qu'est-ce que je suis comme être humain, tout ça, quel sens a cette vie-là. C'est tout ça qu'on se pose comme question quand on est en quête spirituelle et en recherche spirituelle. Après ça, ben, si on veut aller voir ce que différentes traditions ont réfléchi, parce qu'il y a d'autres mondes qui ont pensé avant nous autres, ben là, on peut aller voir. Il y a plein de traditions qui s'ouvrent à nous dans ce contexte-là. Mais l'expérience pèlerine demeure quelque chose, je dirais, qui n'est pas énorme encore au Québec, mais qui est en train de s'étoffer. Hein? Ça prend forme de plus en plus et on le voit à travers tous les chemins que tu as nommés. Puis, en fait, Compostelle en a inspiré plusieurs de nos chemins. Il a inspiré des gens à tracer des parcours. Puis les premiers étaient, j'ai le goût de dire, encadrés. Il fallait faire affaire avec une organisation, les tout premiers, autant les sanctuaires, les navigateurs, les Outaouais, pour pouvoir faire ce chemin-là, vu qu'on n'a pas la structure qui existe sur les chemins de Compostelle, il n'y a pas les hébergements, il n'y a pas forcément tous les petits restos accessibles rapidement. Ben alors, il fallait faire affaire avec une organisation. Mais aujourd'hui, depuis, j'ai le goût de dire, les 5 dernières années, ceux qui naissent, qui émergent au Québec, ben, sont faits pour être faits de façon autonome. Puis je pense que ça répond de plus en plus à un intérêt des gens de chez nous, des Québécois qui ont le goût d'aller marcher, mais à leur manière, à leur rythme, à leur goût, à leur vitesse. Donc, c'est ça, il y a les îles de la Madeleine, entre vents et marées, qui est nouvellement autonome. Le premier site est celui du Cap-Atacan. Là, il y en a un en construction, il me semble, c'est autour du lac Saint-Pierre. Mm-hmm. Oui. Il y a un groupe qui travaille sur ce projet-là en ce moment. Le chemin de l'abbaye dans l'Estrie, balisé, fait pour être fait de manière autonome. Et je crois que plus le chemin va être autonome, plus il va être marché et plus ça va être bénéfique pour tout le monde. Autant les hébergeurs que les marcheurs. Sur le chemin de Compostelle, on a autant de plaisir à être un hospitalier qu'à être un pèlerin. Au Québec, on n'en est peut-être pas encore rendu là, mais je pense qu'on aspire à cette relation-là, parce que tu as parlé de relation, lui, il a parlé de relation. Je me dis, mais le pèlerinage, c'est pas un trek. Il y a quelque chose dans un Compostelle qui parle de relations humaines, de la rencontre de l'autre. Mais tu dis ça, c'est pas un trek. Puis pour le réfléchir davantage aussi, c'est que
justement, le trek peut devenir un pèlerinage à un moment donné. C'est pas exclu. Ça, c'est intéressant aussi parce que c'est une expérience du chemin. Ça veut dire qu'il va se produire. Je tombe dans autre chose à un moment donné. Je peux partir faire de la randonnée, faire du sport, puis c'est bien correct, puis c'est le fun de faire tout ça. Mais tout à coup, l'exercice, l'endurance, la difficulté ou le temps que j'y mets, toute cette durée, fait en sorte que ça me fait basculer dans autre chose. Et c'est là qu'on embarque dans un pèlerinage. Ça devient un pèlerinage. Je l'ai dit souvent, le roman de Cheryl Strayed, de Wild, ceux qui ont vu le film ou qui ont lu le roman, cette fille-là qui est partie marcher le Pacific Crest Trail pendant presque 3 mois qu'elle est partie marcher. Ben, c'est une expérience pèlerine qu'elle vit. Là. Elle ne parle pas de Dieu, elle ne parle pas de religion, elle parle pas de... mais elle est tout en train de reconstruire sa vie à travers ça. Il y a un rapport à quelque chose qui la dépasse, qui la provoque dans sa vie et l'amène à ressaisir sa vie par prendre sa vie en main alors que sa vie fout le camp. Là. Il y a quelque chose comme ça qui se joue de ce côté-là. Oui, mais d'ailleurs, tu dis souvent, mais je ne me rappelle plus c'est qui, mais il va le citer, mais à partir du moment où je quitte et que je pars, je suis dans un pèlerinage. Je disais, tout départ, tout voyage amène à un pèlerinage. Même, on en avait parlé l'autre jour, qu'on disait, même quand je décide d'aller dans le sud pendant 2 semaines, ben, je suis en quête de quelque chose. Il y a un manque dans ma vie quotidienne que je cherche à combler. C'est peut-être pas la bonne solution, mais c'est une solution et ça vient répondre, ça vient colmater un manque. Oui, en fait, ce que tu disais, c'est que c'est Alan Morinis, qui est un anthropologue dans les années 90, qui est un des précurseurs dans les études pèlerines, et disait que tout déplacement en quête d'un idéal est un pèlerinage. Hein? Tout déplacement où je cherche un idéal, je me déplace en fonction d'un idéal. Même Jack Kerouac a des passages dans On the Road qui ont cet esprit-là spirituel qui dit « Je suis en mouvement, puis je suis en train de m'accomplir dans le mouvement, dans ce déplacement-là. » Je pense que ça vient aussi d'un besoin de prendre un temps d'arrêt. Hein. Vous dites qu'il y a un besoin, tu sais, quand quelqu'un a besoin de partir, soit dans le sud ou ailleurs, peu importe où elle choisit d'aller. Moi, quand j'ai vécu mon voyage que je mentionnais tout à l'heure, je sentais le besoin de partir. J'avais besoin de m'évader, d'aller loin. Et puis, je suis partie en Asie du Sud-Est, pas important où je suis partie, quoique le choc culturel a été vraiment un déclencheur de toutes ces grandes questions existentielles, le fait d'être en contact aussi avec d'autres religions et tout ça. Mais il y avait cette soif aussi de partir et puis je pense, de prendre ce temps d'arrêt. Puis dans notre société occidentale, souvent, je dis à la blague, il faut soit tomber malade ou partir en voyage pour prendre le temps de s'arrêter. Sinon, on ne s'arrête pas. On vit à 100 000 à l'heure tout le temps. On a tout le temps d'autres choses à faire, d'autres personnes à voir. C'est comme, bon, là, avec la pandémie, ça ralentit un peu, mais tu sais, c'est difficile de ralentir la cadence. Puis quand on part justement au loin, bien, ça permet de plonger au fond de soi. On prend le temps de faire ça. On prend le temps de s'arrêter et puis de faire le point dans sa vie. Et c'est ça que j'avais ressenti, puis c'est ça que j'ai vraiment voulu faire vivre aux gens aussi, de ces temps de réflexion puis d'intériorité, ces temps de silence qu'on essaie de favoriser aussi. C'est exactement ça. Tu me faisais réfléchir parce que je me disais, c'est vrai, beaucoup de gens vont quitter, aller à Compostelle ou partir marcher pendant plusieurs jours en se disant, ça va me donner un temps pour réfléchir. Mais ce qui est le plus savoureux, je crois, c'est le jour où on réalise, on est en train de marcher, puis on pense à rien. C'est ça, et c'est d'accéder à, comme tu dis, à cet espace de silence qui n'existe pas, mais qui va faire un grand bien et qui va peut-être permettre ce blanc-là, cet espace de terre en jachère qui apparaît, nous permet de faire pousser quelque chose de nouveau. Ça prend un espace d'arrêt. Effectivement, le pèlerinage permet ça. Tout à fait. Je trouve ça beau aussi, tu parlais d'autonomie tout à l'heure, mais aussi de relations. Et puis, je trouve ça beau, oui, que les gens puissent faire des pèlerinages ou des marches pèlerines au Québec de façon autonome, puis dans plusieurs endroits du monde aussi. Mais en même temps, c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a le courage ou l'audace de partir toute seule avec son sac à dos. Alors, il y a aussi cette possibilité-là, hein, puis vous accompagnez des groupes aussi de partir avec des petits groupes. Et puis, on a des témoignages de gens, tu sais,
ça a été aidant pour eux parce que justement, il y avait un accompagnement et puis il y avait cette petite communauté qui se crée aussi dans un petit groupe comme ça qui permet d'avoir des échanges. Tu sais, j'ai vécu des pèlerinages par moi-même ou avec un groupe en accompagnant, entre autres. Puis, tu sais, je voyais la différence que ça pouvait faire, mettons, de partir en Gaspésie avec mon père, pour ne pas le nommer, parce que j'étais allée faire le repérage avec lui il y a de nombreuses années dans les débuts. Puis ça avait été extraordinaire. On avait vécu une autre expérience. Puis l'année d'après, on est parti avec un petit groupe. Puis il y avait un prêtre aussi dans le groupe. C'était même pas prévu, mais vu qu'il était dans le groupe comme participant, bien, il a offert de célébrer la messe chaque jour. C'était libre, les gens venaient ou pas. Et puis ça a été tellement riche. Finalement, presque tout le monde venait. Puis on faisait ça des fois en plein air. Puis c'était tellement profond, ces réflexions, c'était en lien avec ce qu'on vivait, puis on prenait des temps de partage le soir sur ce qu'on avait vécu dans la journée, puis j'ai eu vraiment des beaux témoignages, les gens ont adoré ça, puis des gens qui reviennent d'un voyage à l'autre, parce que justement, ils retrouvent dans ces groupes-là des gens qui partagent un peu les mêmes affinités, les mêmes valeurs, les mêmes questionnements, puis il n'y a jamais d'hasard aussi dans les petits groupes qui se retrouvent là. Souvent, quand on a des partages, bien, des fois, des gens qui partagent quelque chose qu'ils vivent, bien, ça va toucher quelque chose que quelqu'un d'autre vit, puis il se crée des synchronicités, si on veut, là, vraiment extraordinaires, puis un enrichissement mutuel, finalement, là, dans cette petite communauté-là qui se crée. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, ça vient rejoindre ce qu'on disait, le marcher, parler, écouter. Partir seul, ça a une certaine richesse, c'est certain. Partir accompagné pour être entendu dans ce que j'ai à dire, ça fait une différence. Oui. Ça fait une différence de dire ce que je suis en train de réfléchir. C'est déjà bon de l'écrire. Il y en a beaucoup qui ont un journal pèlerin. Mais quand j'ai l'opportunité de le dire et d'être entendu, c'est incroyable. Donc, il n'y a pas une formule, comme tu disais, accompagnée ou seule. Je ne pense pas qu'il y ait une formule qui soit meilleure que l'autre. Je pense que c'est de goûter aux deux qui peut être bénéfique pour aller chercher un élément plus complet. Mais dans cet accompagnement-là, il y a une richesse à aller puiser qui est dans le parler et être entendu. Être oui, c'est ce qu'on vit à travers Compostelle. Le modèle Compostelle nous amène là. C'est la communauté du chemin, même si on part seul sur le chemin de Compostelle, c'est le fait de se retrouver ensemble. Il y a toujours, moi je dis aux gens, le jour où tu pars, il y a un village qui part avec toi, sur le chemin de Compostelle. Puis vous allez vous côtoyer pendant un mois, t'apprendre à te connaître et tout ça. Et c'est cette rencontre-là qui fait que tu as l'espace pour parler, te raconter et qui fait que le pèlerinage prend cher. Ça, c'est drôlement intéressant. C'est la partie intéressante. Mais c'est ça. Au Québec, on a ces deux versions-là. On a la version accompagnée. On en a beaucoup de propositions où on peut partir marcher accompagné. On en a peu encore de pèlerinage autonome, mais ça va être important de les développer de plus en plus. Au Québec, nous, on offre, entre autres, des guides qui permettent aux gens d'aller vivre le chemin de manière autonome, ceux qui ont le goût de se lancer dans l'expérience. Entre autres, on a fait le premier chemin qui a fondé Bottes et Vélo, en fait, c'est qu'on a appelé la voie du Saint-Laurent. C'est des chutes Niagara jusqu'au Rocher Percé. On s'est dit, on va rejoindre 2 sanctuaires naturels. Et à travers ces sanctuaires-là, on a marché 20 jours et on a fait 20 jours de vélo. Et c'est ça, il y a des guides qu'on a mis, qui sont disponibles gratuitement pour permettre aux gens de le vivre. Mais je pense qu'on va s'arrêter ici parce que je pense qu'il y a des questions qui nous attendent. Oui, excusez-moi, je vais juste remettre tout en place. Alors oui, merci beaucoup pour les réflexions très vivifiantes que vous avez apportées. Puis oui, c'est effectivement l'heure de la période des questions. On a déjà 4 questions qui n'attendent qu'à être répondues. Je rappelle aux participants que vous pouvez toujours continuer à en écrire en utilisant l'onglet Q&R situé au bas de votre écran. Puis si votre question s'adresse à un intervenant en particulier, n'oubliez pas de le mentionner en passant. Alors, la première question vient de Madame Marie Scantin qui se demande, est-ce qu'il existe des pèlerinages inclusifs, c'est-à-dire qui permettent aux personnes à mobilité réduite d'y participer? Bien, ça se développe de plus en plus. Je sais, Anne est peut-être plus au courant encore que nous, mais moi, je sais que j'en ai entendu parler. Veux-tu répondre, Anne?
Oui, bien, il y en a de plus en plus, effectivement, avec voyons, l'organisme ou la fondation qui roule. Hein, ils forment des accompagnateurs, justement, et puis ils encouragent de plus en plus là, à adapter nos pèlerinages. Pour l'instant, c'est encore un défi, je vous avoue, là, parce que c'est pas toutes voyons, les prestataires ou en tout cas les hébergements et tout ça qui sont adaptés, mais de plus en plus, il y a des hébergements adaptés. Puis dans les sanctuaires, ils sont déjà super bien adaptés. Alors ça, c'est extraordinaire. Et puis, bon, le transport adapté, c'est facile. Donc, oui, on a de plus en plus de demandes pour ça et puis c'est possible, oui. Oui, tu le mentionnes pour les personnes qui sont soit en fauteuil roulant, là, qui roulent, c'est ça. Mais je sais qu'il y a une association aussi qui le fait pour les personnes malvoyantes aussi ou non-voyantes, où elles sont jumelées avec une autre personne, puis elles vont partir faire Compostelle, entre autres. Là, je sais que ça existe. Oui, 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 c'est vrai, tout à fait. Mm. Fait que oui, il y a des possibilités. C'est pas généralisé, mais l'offre est là de plus en plus là, pour permettre au plus grand nombre d'accéder à l'expérience pèlerin. Très bien, merci. La deuxième question vient de M. Matthew Anderson qui se demande en fait, qui aimerait ça vous entendre un peu plus parler des relations qui s'établissent par le pèlerinage. Donc, un peu quel genre de lien qu'on peut créer avec les autres pèlerins du pèlerinage. Et il dit même de parler de votre propre expérience à ce sujet-là. Yeah, ben, oui. Il y a toutes sortes d'expériences sur le chemin, puis je pense qu'on trouve, Anne, t'en as parlé un petit peu tantôt, hein, dans la synchronicité. On trouve un peu les gens qu'on a besoin de trouver sur le chemin. Hein. Oui. Ça, il y a beaucoup de ça dans cette expérience de la rencontre, et je dirais autant sur le positif que sur le négatif. Souvent, l'expérience pèlerine va nous amener à reconstituer, comme on perd nos repères quand on part sur le chemin, on se retrouve, c'est ça, il y a quelque chose où on cherche à se rassurer parce que c'est de l'inconnu qui est autour de nous, on est dans un environnement nouveau. Et une façon rapide de retrouver du connu, c'est des relations. Fait qu'on va trouver des gens qui se comportent de la même façon que les gens dans notre réseau chez nous. Fait qu'on replonge dans des relations similaires. Fait que ça peut être des bonnes relations. Il me rappelle mon vieux chum, elle me rappelle ma belle-sœur, avec un tel, j'ai une relation comme avec ma mère ou avec mon père. Mais tout ça, ça peut être positif ou négatif. Hein. Je peux entretenir avec quelqu'un sur le chemin une relation parce que ça me remet dans une dynamique qui est rassurante parce que je la connais. Fait que même si j'ai une mauvaise relation avec cette personne-là, je peux la reproduire sur le chemin. Ça va faire un temps, par contre. Moi, j'aurais tendance à dire, on a parlé des personnages, du touriste, du randonneur, mais on a aussi notre personnage en tant qu'individu dans notre... Quel personnage nous permet d'entrer en relation? Quand je suis dans un groupe, comment je me comporte? Et quand je me retrouve en pèlerinage, je réalise que ce personnage-là prend le dessus pour entrer en relation. Fait que nous, quand on a des groupes qu'on amène marcher, ben on a le farceur, on a celle qui rend service, on a celui qui se préoccupe des soins, puis ça devient la façon d'entrer en relation et elle devient encore plus évidente parce que je suis plus dans mon contexte habituel. Donc, c'est sûr que si ma manière d'être est la même qu'avant, mais ça se peut forcément que je crée des relations de la même façon que je les crée avant. Sur le chemin de pèlerinage, ben, il y en a peut-être qui vont me déranger, puis il y en a qui vont me convenir. Puis ça va rentrer dans mon questionnement. Parce qu'après avoir fait le ménage de mon sac à dos, je commence à faire mon ménage de mon sac de vie, à me questionner sur ma manière d'être en relation, mes comportements. Qu'est-ce qui me pousse à dire oui quand j'aurais dû dire non? Qu'est-ce qui me pousse à dire non quand j'aurais dû dire oui? Hein? Alors, je me mets à réfléchir à tout ça. Ah oui, on remarque des dynamiques relationnelles. Moi, je me souviens, dans ma première expérience du chemin de Compostelle, il suffisait que j'entende quelqu'un arrivant en arrière de moi qui allait me dépasser pour que je me mette à accélérer. Parce que je ne voulais pas me faire dépasser. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'étais un petit peu dans la performance. Fait que, c'est ça, on prend conscience de nos attitudes, de notre manière d'être en relation. Hein? Oui. Ça joue beaucoup.
Tu as dû vivre des expériences similaires avec tes groupes, Anne, aussi. Oui, puis souvent, je dis aux pèlerins au début du pèlerinage ou du voyage de ressourcement, ça peut arriver, si on est 10 jours, 15 jours ensemble, 21 jours ensemble, et à un moment donné, oui, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui ouvre, c'est plus difficile, tape sur les nerfs un petit peu, puis on les invite à aller plus loin, à essayer d'identifier, hein, souvent ce qui m'irrite chez l'autre, qui m'agace chez l'autre, est un reflet de mon ombre. Hein, c'est une projection. Donc, d'aller voir pourquoi c'est quoi ce trait-là? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai de la misère à accepter chez moi? Puis, est-ce que je pourrais, profiter de cette opportunité-là pour grandir, pour faire un pas de plus, pour aller plus loin. Et puis, dernière petite anecdote, en 2008, on avait fait un pèlerinage, en fait, c'est un voyage de dialogue interreligieux en Terre Sainte avec des gens de différentes religions, les 3 grandes religions monothéistes, avec on fait une chaire de recherche là, en théologie de l'UQAM, et puis, de l'Université de Montréal, pardon. Et puis, ça avait été tellement fort. Il y avait eu des confrontations. Puis même des fois, ça brassait pas mal dans certains partages, mais surtout en contact avec d'autres, en fait, la situation un peu israélo-palestinienne où des gens du groupe prenaient pour l'un ou pour l'autre, alors que c'était un voyage de dialogue. Il y a eu vraiment des moments difficiles, très difficiles, mais les liens que ça a créés, malgré tout, là, malgré que ça s'était chicané dans le jour, le soir, on se retrouvait, puis on dansait ensemble, puis on avait du plaisir. Et puis, des liens, là, ça fait 12 ans, là, puis il y a encore des liens très, très forts dans le groupe. Moi, j'ai encore des liens avec plusieurs des personnes avec qui j'ai voyagé. Alors, c'est des liens qui demeurent. Puis, ouais. Avec ce que tu dis, là, tu vois l'importance de la prise de parole. Ouais. Les choses se disent. Qu'est-ce que je vis en ce moment et quelle expérience je fais en ce moment? Et c'est là qu'il y a quelque chose qui peut se dénouer à un moment donné. Comment ça se fait que je pars loin de chez nous parce qu'il y a des affaires qui me dérangent puis que je pensais les quitter en les laissant loin? Puis je me retrouve à vivre la même affaire relationnellement avec des gens différents ailleurs. Comment ça se fait que ça se reproduit? Ben, c'est le temps de se poser la question. Tout à fait. Très bien, merci. Une question de Maude Fouqueré. Madame se demande, à force de faire des pèlerinages, est-ce qu'il y a une sorte de maturité spirituelle qui se développe et qui fait que la frontière entre le quotidien et le pèlerinage devient plus mince? Entre le quotidien et le pèlerinage. Donc, à force de faire des pèlerinages, est-ce qu'on a tendance, est-ce qu'il y a certains éléments de ce qui se vit sur le pèlerinage qui se retrouvent dans le quotidien? C'est ce que je pense. J'aurais tendance à dire que si la personne est partie en pèlerinage dans le but, moi personnellement, je considère que le pèlerinage est un espace de stage de ma vie. Donc, si je pars en pèlerinage dans une démarche d'auto-observation, d'auto-compréhension pour me redéfinir, ordonner mes priorités. Quand je reviens de mon pèlerinage, j'aurais tendance à vouloir rapporter une chose pour la mettre dans mon quotidien. Fait qu'à force de faire des pèlerinages, je modifie un petit peu mon environnement, mon quotidien, un petit peu comme une maison. Je rénove pas tout d'un coup quand je l'achète, ça n'a pas de bon sens. Mais là, cette partie-là me fatigue, on va refaire la salle de bain. 2 ans après, on va refaire la peinture dans la chambre. D'accord. Mais c'est la même chose dans ma vie. Si je vais en pèlerinage et que je prends le temps de me regarder, que je ramène à chaque fois une petite transformation, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, je devrais avoir une moins grande différence entre mon quotidien et mon espace pèlerin parce que je mets dans mon quotidien ce que j'ai découvert, que j'ai aimé dans mon pèlerinage. Oui. Je ne sais pas si la question c'était un peu de savoir est-ce que l'intensité de l'expérience pèlerine est moins grande à force de le faire, de le pratiquer. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est quand on parle du 10e jour, de cette étape-là sur laquelle on transite et on entre dans l'état pèlerin qu'on appelle pèlerin, ben ça ne change pas, ça. Peu importe le temps, il y aura toujours un moment donné où tu vas finir par te dire qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me donne du trouble de même? J'étais bien chez nous.
Puis tu regrettes quasiment d'être là. Il y a un état, il y a un moment donné où tu te poses des questions, que tu trouves ça dur. On est dans l'enjeu aussi du deuxième souffle, là. Ceux qui font des marathons, qui font de la course comme ça vont comprendre. Il y a cette étape-là, à un moment donné, tu dis hey, je ne t'offrais pas, je ne suis pas capable. Puis tout d'un coup, pouf, tu tombes dans cet état-là, dans cette deuxième phase-là, mais ça se reproduit toujours et ça ne change pas. Peu importe, ça fait combien de fois tu le vis. Très bien, merci. Maintenant, une question de Pierre-Marie Cotte. Est-ce qu'on trouve des chemins qu'on peut faire en vélo? Il y en a plein, ça, à vélo. Au Québec, j'aurais tendance à dire qu'il y a surtout ça. Au Québec, on a tout le réseau des routes vertes là, qui est vraiment génial, qui est bien fait. Autonomement. Mm-hmm. Mais en Amérique du Nord, on en a beaucoup et ça, des superbes. Hein. Oui. Entre autres, le Mississippi, ben, il y a le Waterfront Trail hein, qui part de la frontière à Rivière-Baudette au Québec, là, la frontière ontarienne, et qui longe le Saint-Laurent, lac Ontario, lac Erie, et ils sont même rendus en train de faire le tour du lac supérieur. Magnifique. Il est de plus en plus long, c'est pratiquement à 80%, je vous dirais, hors route, celui-là, de la piste cyclable dédiée, là, complètement à part. Il y a le Mississippi River Trail qui longe le Mississippi, qui part du Minnesota, qui descend jusqu'en Nouvelle-Orléans. Il y a un nouveau qui est aussi, qui se marche autant qu'il se fait à vélo et qui s'appelle le Greenway, qui part du Maine et qui descend jusqu'en Floride, 4500, 4600 km le long de la côte est, qui n'est pas dans la montagne, c'est pas l'Appalachian Trail. C'est vraiment village, là. Oui, on passe de ville en village. Il est vraiment fait dans cet esprit-là. Il n'est pas complètement terminé. Ils sont pas mal avancés. Je vous dirais, je pense qu'ils sont rendus autour de 60-70% de fait. Un très beau parcours aussi, mais tapez sur Internet greenway.org. Vous allez trouver un chemin vraiment intéressant. Ben, puis c'est ça. Ben, après ça, ben, au Québec, c'est ça, il y en a de nombreux. Je vous dirais, c'est la route verte, nous, au Québec, là, qui est vraiment le majeur. Mais vous allez en trouver ailleurs aussi. On a le transnational, là, qui est le sentier trans-canadien, c'est-à-dire, qui est vraiment très bien aussi, puis qui s'entrecroise. À un moment donné, c'est la route verte, c'est les deux. Fait que non, on en a vraiment beaucoup. Ça. Pour le vélo, il n'y a pas à dire, on est gâté. Du côté de l'Europe, l'Eurovélo, il y en a, je pense qu'il y a 18 routes très, très longues. Il y en a une qui part de Suède, qui s'en va jusqu'à Compostelle, 5000 km de vélo, le long du Danube. Il y en a ça. Eurovélo, tapez ça aussi. Ils sont toutes balisées. C'est vraiment bien. Pour les amateurs de vélo, là, c'est du bonheur. Et c'est une expérience pèlerine aussi, parce que l'expérience pèlerine, si je fais 800 km en un mois, ben, c'est parce qu'à pied, ben, en vélo, ben, je vais en faire beaucoup plus parce que l'important, c'est d'avoir fait le mois. C'est la durée. Fait que si je fais 5 heures de marche par jour pendant un mois, ben, si je veux être dans cette expérience pèlerine, ben, c'est de partir à 5 heures de vélo par jour pendant un mois aussi, 3 semaines. Je reviens toujours avec ma phrase, là, une souffrance raisonnable pour la personne que je suis. Donc, je dois me rendre à une certaine fatigue hein, régulièrement, un plaisir, mais entrecoupé de pauses dans ma journée pendant au moins 3 semaines. Puis je vais vivre le déplacement, je vais vivre quelque chose de différent que si je pars juste une fin de semaine. Très bien. Puis peut-être une petite dernière, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Puis malheureusement, pour tous les participants qui ont posé des questions qu'on ne pourra pas répondre, mais bon, on va en prendre une dernière. Est-ce qu'il existe une liste des pèlerinages à pied qu'on peut faire au Québec ou vers quelles ressources on peut se tourner pour trouver ces pèlerinages à pied au Québec? Ben, sur ça, il y a 2 endroits où vous allez pouvoir trouver l'information. Un, il y a le livre de Michel O'Neill qui a été publié en 2016 et qui fait une recension de différents chemins et qui a actualisé à tous les ans jusqu'à l'an dernier. Puis ensuite de ça, vous avez le groupe Facebook Marcher autrement au Québec qui va vous informer aussi de pas mal tout ce qui se fait comme marche possible au Québec. Les autres questions, Simon, si tu veux, là, pour pas que les gens se sentent
oubliés, tu pourras nous les envoyer, puis on pourra essayer de répondre par courriel à ces gens-là ou s'il y a moyen de les contacter. Je ne sais pas s'il y a moyen de les contacter, mais on pourra essayer de répondre autrement si c'est possible. Ou tout simplement répondre à ces questions-là sur le Facebook de l'événement. Peut-être que ce sera une solution. Soit ça, effectivement, ou j'encourage les participants qui veulent poser leurs questions peut-être à écrire directement à Spiritour et à Bottes et Vélo, qui pourront, je suis sûr qu'ils vont se faire un plaisir de vous répondre. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup à vous trois. Je voudrais d'abord, pour conclure le webinaire, vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé, d'avoir partagé vos réflexions sur une pratique qui visiblement vous tient à cœur, mais qui tient à cœur de beaucoup de gens. Merci de nourrir la vie intérieure et d'offrir aux gens l'occasion de vivre une expérience hors du commun. Et merci finalement à vous, tous les participants et participantes. J'espère que vous avez apprécié le webinaire. Comme je l'ai mentionné en début de rencontre, il est temps pour moi de vous transmettre le code promotionnel qui vous donne droit à 20 de rabais à l'achat du livre Marcher, parler, écouter de Brigitte Arouni et Éric Laliberté sur le site web de Novalis. Il s'agit de pèlerinage en majuscule et au singulier. Donc, je répète, pèlerinage en majuscule et au singulier. Je vais mettre le code dans la boîte de clavardage. Je vais le faire apparaître maintenant. Juste un instant. Je sais, je dis maintenant, puis il n'est pas préparé. Alors, voilà. Donc, c'est ce code-là que vous pouvez utiliser sur le site web de Novalis pour bénéficier d'un 20 de rabais sur le livre Marcher, parler, écouter. Il est valide jusqu'au 19 mai inclusivement, donc pour 2 semaines. Donc, au nom de toute l'équipe de Novalis, merci encore à tout le monde et bonne fin de journée à vous.